sur Ice 24 News, c'est Sport le Mag. Le sport, ce sont des belles valeurs. La promotion de la paix, par exemple, se rassembler pour mieux se connaître, se comprendre, aimer son prochain. C'est le pari du Centre Pérez pour la paix, l'association créée par Shimon Peres, le président israélien. Enfants palestiniens et israéliens se sont rencontrés à Hertz. Il y a un match de football, une ambiance bon enfant, mais beaucoup de sérieux quand même. Vous allez le voir sur les images. Et puis cerise sur le gâteau, certains ambassadeurs n'ont pas eu peur, eux aussi, de mouiller le maillot. La caméra d'I24 News n'a rien raté de cet événement. Regardez. À quelques jours de la Coupe du Monde de football au Brésil, les regards se tournaient cette semaine, en tout cas en Israël, vers Herzliya. C'est là-bas que le Centre Pérez pour la paix, ONG du nom de son fondateur Shimon Peres, organisait son mini-tournoi de foot annuel. L'occasion pour les ambassadeurs et les diplomates en poste en Israël de se réunir sous le slogan coexistence. Et cette année, le capitaine des diplomates n'était autre que Dave Sharma, ambassadeur d'Australie en Israël. C'est une occasion sympathique d'entrer dans l'esprit de la Coupe du Monde. Mais nous sommes surtout des grands supporters du Centre Pérez pour la paix et de leurs actions pour promouvoir la coexistence entre les Arabes et les Juifs. Mais avant la rencontre des ambassadeurs, des centaines d'enfants venus de tout Israël, dont des villes les plus touchées par le terrorisme palestinien comme Sderot, ont participé à un tournoi amical. Les équipes étaient mixtes et composées de juifs ainsi que d'arabes venus des territoires disputés ou de villes comme Jéricho ou Shechem. Les enfants essayent de parler le langage des autres. Par exemple, on leur a appris à dire Atini aujourd'hui, ce qui veut dire passe-moi la balle. Le football est un langage international. En sus des joueurs, les entraîneurs sont également des hommes et des femmes, juifs et arabes. Et en finale de ce mini-tournoi, un programme inédit, la Belgique contre la Grèce. Et si le score rappelle celui de la France lors de la Coupe du Monde 98, 3-0, la défaite n'en est pas moins difficile à digérer pour les joueurs de la Belgique, des enfants mais qui parlent comme des pros. On est déçus d'avoir perdu cette finale 3-0. On n'avait pas perdu un seul match avant la finale. Mais bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai encaissé 3 buts, c'est comme ça. Après cette grande finale, les enfants ont rejoint le grand stade de la ville afin d'assister à la rencontre amicale des diplomates. Bonne ambiance, musique à fond et amitié étaient les maîtres mots de cette journée. L'occasion pour Dave Sharma de transmettre un message à Shimon Peres, le président de l'État juif qui quittera ses fonctions dans moins de 2 mois. Je lui souhaite beaucoup de succès pour ces 2 derniers mois à la présidence et je lui souhaite une carrière longue et prospère pour son retour au Centre Pérez pour la paix. Donc le football pour la paix dans la région, mais le football également pour rassembler les enfants de tous les milieux sociaux. Et si l'alphabétisation passait aussi par le sport, c'est le pari de Marie-Josée Lalard, présidente de l'association des écoles de l'espoir. Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Alors Bonjour, vous voyagez Valérie. dans le monde entier. Votre but, c'est d'organiser des rencontres entre les enfants des rues et ceux qui sont scolarisés. Avec votre bâton de pèlerin, vous n'hésitez pas à amener avec vous des plus grands joueurs de foot comme notamment Emmanuel Petit, Michael Sylvestre ou bien encore Daniel Bravo. Alors vraiment, expliquez-nous, est-ce que vous pensez que le sport, grâce au sport en tout cas, on peut apprendre à lire ? Oui, Valérie, d'abord, je voudrais féliciter Shimon Peres et le Centre Pérez pour la paix parce que c'est vraiment extrêmement important. C'est en droite ligne, effectivement, de tout ce que j'ai fait à l'UNESCO et maintenant avec les écoles de l'espoir. L'idée est d'utiliser le sport. Là, le sport n'est plus une finalité, mais un vecteur pour amener les enfants déscolarisés ou les enfants qui n'ont jamais été à l'école à progressivement apprendre à lire, écrire et compter. Alors justement, cet apprentissage à la lecture est finalement informel. Quelle est la méthode exactement, Marie-Josée Lalard ? Eh bien, il y a dans chaque pays des méthodes d'éducation non formelle. Comme à Madagascar, par exemple, c'est la méthode Asama. En 10 mois, les enfants peuvent passer le certificat d'études. Et donc, à partir de là, avoir une vie professionnelle et pouvoir se débrouiller dans la vie. Vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de remettre en cause toutes les méthodes de l'éducation nationale. Eh bien, un petit peu, Valérie, quand même, parce que bien souvent, je crois qu'on pourrait diminuer un petit peu les années de primaire
et avec des méthodes donc adaptées. Et puis, encore une fois, utiliser le sport, utiliser les activités sportives pour redonner aux enfants, surtout les enfants qui sont restés dans la rue pendant très longtemps et qui n'ont plus aucun sens donc de la vie en communauté normale. Ils vivent dans des communautés qui sont tout à fait destructrices. Et donc, le sport, grâce à ses valeurs, grâce au respect, grâce à l'idée de l'effort, bien entendu, surtout le football, qui est le sport qui est pratiqué partout dans le monde maintenant, même dans les pays où avant il n'y avait pas tellement la pratique du football. Et donc, grâce à ce ballon rond que l'on pousse comme on envoie un baiser à son ami et qui roule jusqu'à l'autre, eh bien, grâce à ce ballon, on peut aider les enfants à s'alphabétiser et puis, bien sûr, on peut aider aussi à la culture de la paix. Alors, justement, vous partez avec des sportifs, ils vous accompagnent. Au fin fond de l'Afrique, les enfants sont-ils contents de rencontrer leurs stars? Quel est le rôle, en fait, de ces sportifs qui sont avec vous? Écoutez, ils ont un rôle évidemment d'une très grande importance parce que les enfants dans les différents pays et dans les villages les plus reculés ont des stars. Pourtant, Marie-Josée Lalard, il n'y a pas la télévision dans les contrées reculées en Afrique. Comment les connaissent-ils? Alors, par la radio, mais parfois, vous savez, il y a des télévisions publiques. Et les jeunes viennent regarder les matchs dans ces télévisions publiques. Ils payent ou ils ne payent pas, suivant les situations. Et les matchs sont passés en boucle. Donc les enfants, toute la journée, regardent des matchs et sont beaucoup plus... intéressés par les matchs de foot. Voilà, absolument. Merci beaucoup, oui. Marie-Josée Lalard, et continuez à bien voyager et puis à sortir ces enfants de la rue parce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin de vous. Alors, on va tout de suite passer à vous, Sarah Koskevic. Vous venez d'entendre l'intervention de Marie-Josée Lalard qui travaille beaucoup en Afrique. Est-ce que vous pensez, vous, que les joueurs de NBA s'impliquent beaucoup dans des causes caritatives? Est-ce qu'ils font des choses comme ça pour sauver, pour aider leurs prochains? Absolument, Valérie. Et nos Frenchies en NBA, en tête d'ailleurs, Tony Parker est ambassadeur de la fondation Make-A-Wish. C'est cette fondation qui s'occupe de réaliser les vœux des enfants très malades. On l'avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années avec son ex-femme Eva Longoria dans Fort Boyard. Il avait récolté une jolie somme qu'il a évidemment reversée à 100% à sa fondation. Joachim Noah aussi, qui vit donc à Chicago, s'occupe des jeunes de Chicago. Il a plusieurs associations caritatives et il a créé même sa propre association qui s'appelle Noah's Ark Foundation, qui s'occupe d'autonomiser les jeunes de Chicago via le sport. Mais surtout, là où la NBA frappe fort, c'est qu'ils ont toute une partie qui s'appelle NBA Cares, qui est donc une ligue pour l'éducation, la jeunesse, le bien-être et la santé. Leur slogan, c'est « Bigger than basketball », plus grand que le basket. Et effectivement, ils reversent énormément. Il y a énormément de programmes avec des basketteurs qui se déplacent dans les hôpitaux pour aller jouer avec des enfants. C'est vraiment une très, très grosse partie de la Ligue NBA dans son ensemble. C'est vraiment à l'américaine pour le coup. Merci beaucoup, Sarah Koskevic. Alors, derrière les podiums et les médailles, il y a quand même un côté obscur. Des jeunes sportifs sont parfois victimes d'abus physiques et moraux sous l'emprise d'entraîneurs tout-puissants. Bien d'autres athlètes influents, ils subissent en silence. Et à l'âge adulte, ils parlent des scandales qui éclaboussent le sport. Les tribunaux doivent donc trancher. Et les pouvoirs publics essayent de mettre en place des lois très strictes pour éviter ce genre de dérive. Najat Vallaud-Belkacem a elle-même proposé la création d'un observatoire des violences sexuelles dans le sport. Regardez le reportage de Lise Barenbaum, on en parle tout de suite après. Le monde du tennis est en émoi. Andrew Guedes, entraîneur en région parisienne, a été mis en examen pour viol sur mineur. Le sport est souvent le théâtre d'événements similaires. Harcèlement moral et sexuel, abus physiques, voire maltraitance, toutes les disciplines sont touchées. Judo, patinage artistique, rugby, handball. Pour enrayer le phénomène en France, le ministère des Sports a commandé une enquête en 2009 sous le patronage de Roselyne Bachelot. À partir de cet état des lieux, nous allons mener des actions de prévention et de sensibilisation qui vont être à l'adresse des sportifs. Et les résultats sont catastrophiques. 30% des jeunes pensent avoir déjà été confrontés à une forme de violence sexuelle dans le cadre sportif. Dans 55% des cas, la victime a été attaquée par un autre sportif et dans 90% des situations, l'agresseur est un homme.
C'est la figure de l'entraîneur qui focalise toutes les critiques. Souvent considéré comme un mentor tout-puissant ou comme un parent de substitution, il peut avoir une emprise très forte sur ses athlètes. En février 2014, l'ancien coach vedette de tennis Régis de Camaret a été condamné à 10 ans de prison ferme pour viol sur 2 élèves mineurs. 26 autres joueuses, dont l'ancienne numéro 2 du tennis français Isabelle Demongeot, ont accusé l'entraîneur d'agression sexuelle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on inverse la tendance et c'est lui qui doit avoir peur, c'est lui qui doit avoir honte. Et on a été vraiment courageuse et j'espère qu'on va en tout cas nous donner raison. La domination de ces entraîneurs est renforcée par leur âge et leur pouvoir de manipulation. Des proies admiratives, parfois amoureuses et même consentantes. Ce n'est souvent qu'à l'âge adulte que les victimes osent témoigner. Aujourd'hui, les rôles vont être inversés. À l'époque, elles étaient seules. Là, elles étaient des enfants. Elles n'étaient pas en mesure de se défendre. Là, désormais, toutes, elles sont devenues des femmes. Elles peuvent se défendre. Cette affaire n'a toutefois pas fait l'unanimité. Nathalie Tosia, ancienne élève de Camaret, l'a toujours défendue. Son témoignage est totalement monstrueux. Elle nie, elle est comme lui, elle répond comme lui. On a l'impression de les voir. Elles sont pareilles, identiques. C'est horrible, quoi. C'est horrible parce qu'aujourd'hui, on voit que cette femme, elle est totalement encore sous son emprise. Dans le reste du monde, les abus sont aussi nombreux. Le président de la Fédération japonaise de judo a dû démissionner en 2013. Le motif, de jeunes joueurs ont révélé avoir été battus à coups de sabre en bambou. Un traitement visiblement connu de tous. Tout le monde l'a toujours su, mais les médias, les athlètes et les responsables de la fédération se sont toujours tus, sous prétexte que ce type d'entraînement fonctionnait et que les champions japonais remportaient les matchs. Pour que le sport reste fidèle à ses valeurs, il est plus que jamais nécessaire de rester vigilant. Parents, pouvoirs publics et institutions sportives sont sur le qui-vive pour éviter de nouveaux drames. Alors Lise Barenbaum, on vient de le voir dans le reportage, vous nous le dites clairement, le sport est gangréné par les violences sexuelles. Est-ce que c'est si grave que ça ? En tout cas, depuis le rapport commandé par Roselyne Bachelot en 2009, on a déterminé 3 niveaux de violence sexuelle. Alors d'abord, on a l'agression, qui peut être un viol ou un attouchement. Ensuite, on a l'atteinte, qui est caractérisée par la non-utilisation de la violence. Donc là, l'agresseur arrive à ses fins par la persuasion. Et puis après, on a le harcèlement, où là, il n'y a pas de contact. Ça peut être du voyeurisme ou des brimades, mais n'importe quelle situation, évidemment, laisse des séquelles très graves au niveau psychologique sur les jeunes sportifs. Alors pourquoi le sport est un milieu où ça arrive plus fréquemment que dans les autres milieux ? Alors les experts disent que le sport c'est différent parce que les normes et les habitudes sont différentes par rapport aux autres milieux. Par exemple, le rapport au corps est particulier. Par exemple, dans certaines disciplines comme la gymnastique, les entraînements implique des contacts physiques. Et puis souvent, c'est étrange, mais les parents sont moins vigilants dans le sport puisqu'ils s'imaginent que le sport c'est sain, c'est bon pour la santé. Donc ils laissent leurs enfants aller aux entraînements un peu comme ça, sans se méfier. Souvent la loi du silence règne. Oui, malheureusement, le sport, c'est un milieu où il y a beaucoup d'omerta et les victimes n'osent pas parler jusqu'à l'âge adulte parce qu'elles ont peur de voir leur carrière s'arrêter. On a un exemple très fameux en France, c'est 2 lanceuses de marteau en 91, Catherine Moyon-Debec et Michèle Rouveyrol, qui avaient révélé le cauchemar qu'elles avaient vécu pendant un stage de préparation. Elles avaient été exclues par leur fédération en 93. On vient de voir le coach Perrin là, de Marseille, à l'antenne, qui avait eu aussi quelques problèmes à l'époque où il était coach de Marseille. En 2004, lui, c'était des problèmes de harcèlement sexuel. Il avait été renvoyé de l'OM suite à ça. Oui. Et donc, ces sportifs, finalement, leurs agresseurs n'ont même pas été condamnés. Et quelques années plus tard, Catherine Moyon-Debec, elle a obtenu un poste au ministère des Sports pour avoir été la première femme à briser le tabou. Justement, comment les pouvoirs publics luttent-ils pour essayer finalement d'empêcher ces catastrophes ? Alors ça, chaque fédération fait un peu ce qu'elle peut. Par exemple, la Fédération française de tennis a édité un guide qui s'appelle « Principe de conduite à respecter » où on peut lire que les entraîneurs n'ont le droit de toucher que les épaules, la tête et le dos de leurs protégés. Sinon, ils doivent s'excuser. Et finalement, c'est les parents qui doivent être très vigilants et veiller à ce que la frontière ne soit pas franchie entre enfants et encadrants. Et même au plus haut sommet de l'État, on se mobilise, Lise Barenbaum ? Oui, comme vous le disiez, Najat Vallaud-Belkacem a vraiment pris le problème à bras-le-corps depuis ce problème à l'école de Levallois-Perret de tennis avec des viols sur mineurs. Elle veut créer un observatoire des violences sexuelles qui sera à la fois une institution qui contribuera à la prévention, mais aussi un lieu physique où on pourra accompagner les sportifs qui ont subi malheureusement des violences sexuelles. Mais c'est quand même très étonnant quand même. On a l'impression qu'avec la médiatisation maintenant, on a quand même accès à ce genre de choses. Peut-être que finalement ça a toujours existé.
Ça a sûrement toujours existé, mais effectivement aujourd'hui, avec la libération, les réseaux sociaux, tout ça, les gens ont plus tendance à en parler librement. C'est peut-être un nouveau moyen pour s'exprimer, les réseaux sociaux. Peut-être qu'on a plus tendance à s'ouvrir simplement en textostant qu'en parlant, qu'en allant voir un psy, comme à l'époque. Exactement, mais il ne faut pas non plus sombrer dans le côté adverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui peuvent raconter n'importe quoi. Il y a aussi des coachs qui en ont fait les frais. Il y a des gens qui ont menti et ça s'est mal terminé aussi. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Pour encore plus de news, d'émotions et de résultats, n'oubliez pas notre site internet i24news.tv. Si vous voulez nous revoir en replay en attendant, vous restez avec nous. Merci d'avoir choisi notre chaîne.